Dernier chapitre du thème 3B de l'enseignement de spécialité de première, immunité adaptative et santé humaine. Lorsqu'on pense immunité et santé humaine, on pense tout de suite à la vaccination. Mais il existe d'autres applications comme les tests sérologiques et le dépistage, l'immunothérapie et la sérothérapie. Voyons tout d'abord le principe des tests de dépistage. Ils ont pour but de mettre en évidence la présence d'anticorps spécifiques d'un antigène dans le sang d'une personne. Le sang, c'est un liquide, le plasma et des cellules circulantes. À partir du sang, on peut extraire le sérum, qui est le plasma débarrassé de tous les débris cellulaires et de toutes les cellules. C'est donc dans ce sérum que l'on va rechercher les anticorps grâce à un test ELISA. On peut ainsi dépister une maladie comme le sida ou déterminer le statut vaccinal d'une personne. Donc les antigènes sont fixés dans le test. On ajoute le sérum à tester. Donc dans ce sérum, on a ajouté des molécules qui vont se fixer sur la partie constante des anticorps. Si le sérum contient des anticorps spécifiques de l'antigène, ils vont se fixer sur l'antigène. Ensuite, on lave. Et seuls les anticorps fixés sur les antigènes vont être conservés. Tous les autres sont éliminés par le lavage. On ajoute ensuite des anticorps spécifiques de la molécule fixée sur les anticorps précédents. Donc on voit bien que le site de fixation correspond à la molécule. Et sur ces anticorps, on a lié une enzyme. Ces anticorps peuvent se fixer, donc, sur les anticorps qui sont déjà liés à l'antigène. On lave. Et tout ce qui n'est pas fixé est éliminé. Ensuite, on ajoute le substrat de l'enzyme. La réaction enzyme-substrat va donner un produit coloré. S'il y a coloration, cela signifie donc qu'il y a dans le sérum des anticorps dirigés contre l'antigène. Le résultat est alors positif et on dit que la personne est séropositive pour l'antigène considéré. Si l'individu n'a pas d'anticorps dirigés contre l'antigène, lorsqu'on lave, les anticorps sont tous éliminés. Lorsqu'on ajoute les anticorps liés à l'enzyme, puis qu'on lave, ceux-ci sont aussi lessivés. Lorsqu'on ajoute le substrat, il n'y a pas d'enzyme pour catalyser la réaction et donc il n'y a aucune coloration. Le résultat est négatif. La personne est dite séronégative. Voyons maintenant la sérothérapie. La sérothérapie s'applique à des personnes qui sont déjà malades et à laquelle on va injecter du sérum très riche en anticorps. Pour obtenir ce sérum, la plupart du temps, on injecte à un cheval des doses massives de vaccin. En réponse, l'animal produit des quantités massives d'anticorps que l'on peut récupérer dans le sang et réinjecter au malade. L'immunothérapie est une science très récente. Certaines cellules devenues cancéreuses arrivent à échapper aux lymphocytes TCD8. En fait, elles se rendent invisibles en sécrétant des molécules chimiques et elles vont donc pouvoir proliférer tranquillement en tumeur. Avec l'immunothérapie, on redonne au système immunitaire le moyen d'attaquer, soit en boostant les lymphocytes T, soit en démasquant les cellules tumorales. En fait, on les empêche de produire les molécules qui permettent de leurrer les lymphocytes T. On peut aussi prélever les lymphocytes T du patient, les faire proliférer en laboratoire pour en obtenir plus que dans l'organisme et les réinjecter massivement. Une piste encore plus prometteuse est la modification génétique des lymphocytes T, afin de leur permettre d'être plus performants et de mieux repérer les antigènes tumoraux. Ces techniques d'immunothérapie pourront en particulier permettre de guérir les gens de tumeurs lorsque la tumeur n'est pas opérable, comme une tumeur au cerveau par exemple, ou pour des cancers qui commencent à se généraliser ou qui ont fait des métastases. Nous allons étudier dans cette capsule vidéo un peu plus en détail la vaccination. Donc on se rappelle que la sélection d'un lymphocyte B par un antigène aboutit à la formation de plasmocytes, mais aussi à la formation de cellules mémoire, les lymphocytes B mémoire. Mais on va avoir de même la sélection des lymphocytes TCD4 et CD8
va aboutir à la formation de lymphocytes TCD4 mémoire et de lymphocytes TCD8 mémoire. Et grâce à la mémoire immunitaire, lors d'un deuxième contact avec l'antigène, la réponse sera plus rapide et plus intense. Après un premier contact avec l'antigène, on observe une augmentation du taux plasmatique d'anticorps après un certain délai qui est compris entre 5 et 6-7 jours. Puis la personne commence à guérir, le taux d'antigène diminue et les anticorps sont de moins en moins présents puisqu'ils sont de moins en moins produits et le taux d'anticorps redevient très très faible. Lors d'un deuxième contact avec le même antigène, la réponse est beaucoup plus rapide, on a un délai d'une journée seulement, beaucoup plus ample, il y a beaucoup plus d'anticorps produits et beaucoup plus durable. Le taux d'anticorps plasmatiques diminue beaucoup plus lentement que dans le cas d'une première réponse. Mais cette réponse secondaire, elle ne s'applique qu'à un antigène déjà rencontré. Pour un antigène nouveau, eh bien, on a toujours une réponse primaire avant d'avoir une réponse secondaire. Et au final, la réponse est si rapide que la personne n'a pas le temps de développer des symptômes. L'agent pathogène est éliminé trop vite. Cette réponse plus rapide, elle est liée au fait que les lymphocytes B mémoire qui se sont formés lors de la première rencontre vont immédiatement proliférer et se différencier en plasmocytes à la suite d'une nouvelle rencontre avec l'antigène. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a des lymphocytes TCD4 mémoire qui eux aussi vont très rapidement devenir des lymphocytes T auxiliaires qui vont amplifier immédiatement la réaction. On a exactement le même phénomène avec les lymphocytes TCD8 lors d'une deuxième infection. La prolifération des lymphocytes T cytotoxiques est beaucoup plus rapide, et beaucoup plus ample, et beaucoup plus durable. Donc en résumé, lors d'une première infection, il y a prolifération et différenciation des lymphocytes sélectionnés, qu'ils soient B ou T. Les lymphocytes B se différencient en plasmocytes, dont des plasmocytes mémoire. Les lymphocytes B se différencient aussi en lymphocytes B mémoire. Les lymphocytes T vont se différencier en lymphocytes T auxiliaires et lymphocytes T auxiliaires mémoire et en lymphocytes T cytotoxiques et lymphocytes T cytotoxiques mémoire. Ce qui fait que lors de la deuxième infection, la réponse elle est beaucoup plus rapide, 1 à 2 jours, elle est beaucoup plus importante, qu'il s'agisse d'une quantité d'anticorps circulant dans le sang ou d'une quantité de lymphocytes T cytotoxiques dirigés contre l'antigène. Cette capacité de mémoire de l'organisme, eh bien, elle a abouti au final à une meilleure protection de l'organisme. Et c'est cette capacité de mémoire qui est utilisée dans la vaccination. Bon alors comme j'aime à peu près autant l'histoire que j'aime la biologie, avant de vous expliquer les principes de la vaccination, je vais vous faire un petit historique de la vaccination. Alors la vaccination, elle commence en 1796 avec un médecin anglais qui s'appelait Edward Jenner. Et Edward Jenner, il a l'idée d'inoculer la maladie de la vache laitière, qui est une maladie qu'on appelle la vaccine, pour combattre non pas la vaccine, mais combattre la variole. Parce que la variole, c'est un fléau, enfin c'était un fléau qui était pire que la peste et Ebola réunis. La mortalité, c'était 30%. Une fois qu'une personne était contaminée, la plupart des personnes contaminées conservaient des séquelles à vie. En 1800, par exemple, la variole tuait un enfant sur 10 en France. Alors, auparavant, on avait déjà depuis longtemps cherché à lutter contre la variole. Par exemple, Averroès en Espagne, qui était un grand érudit, savant, philosophe, etc., préconisait un mécanisme qu'on appelle la variolisation. C'est-à-dire que ça consistait à gratter le pus d'une personne atteinte de la variole et à inoculer ce pus à des individus sains, de façon à déclencher chez eux une maladie plus faible et à les immuniser. C'est une technique qui a beaucoup été utilisée, on sait qu'elle a été utilisée en Chine, et elle a été utilisée en Europe jusqu'à Jenner en fait. Mais bon, c'était quand même super dangereux puisque il fallait prélever le pus à des personnes peu malades,
donc avec un microbe qui était moins méchant, moins virulent que chez d'autres. Ensuite, une fois qu'on avait inoculé la personne qu'on voulait sauver, fallait l'isoler, parce qu'imaginez, elle développe la maladie, et c'est elle-même qui crée une épidémie. Donc c'était quand même réservé aux riches, hein. Les pauvres n'ont jamais eu accès à ce type de médecine, et leurs enfants mouraient tranquillement de la variole. Alors pour en revenir à Jenner et à l'invention de la vaccination, son idée de génie, ça a été d'utiliser un microbe proche du microbe de la variole afin de créer une immunisation. Il faut se replacer dans le contexte. En 1796, on connaissait déjà les microbes depuis plus d'un siècle, mais on n'avait absolument aucune idée que ces microbes causaient des maladies. On savait juste qu'il existait des organismes microscopiques qu'on ne pouvait voir qu'au microscope. Ce que Jenner avait constaté, c'est que chez les personnes qui attrapaient une maladie de lavage qu'on appelle la vaccine, il se formait des pustules qui ressemblaient beaucoup aux pustules liées à la variole, en beaucoup moins graves, et que surtout les gens qui avaient eu la vaccine en étant au contact de vaches malades, donc les paysans et les paysannes, eh bien ces gens-là avaient beaucoup moins de cas de variole dans leur population que le reste de la population générale. Et son idée, eh bien, ça a été de prélever du pus dans une pustule de vaccine chez une femme et d'injecter donc ce pus de vaccine à un petit garçon appelé James Phipps. Il lui a donc injecté le virus de la vaccine, même s'il ne savait pas à l'époque qu'il lui injectait un virus. 3 mois plus tard, comme on était à une autre époque, 3 mois plus tard, pour vérifier qu'il avait bien réussi à immuniser le petit garçon, il lui a carrément injecté de la variole. Heureusement pour lui, son idée était bonne et le petit garçon a survécu. Sinon, il aurait pu non seulement tuer le petit garçon, mais déclencher une épidémie. Donc à partir de là et jusqu'à sa mort, Jenner a fait la promotion de cette vaccination qui n'avait pas encore de nom, puisque ça n'est pas lui qui a inventé le mot de vaccination. Par contre, il a inventé le mot virus pour qualifier le responsable de la maladie de la variole, parce que virus en latin ça veut dire poison. Mais voilà, mais en fait les travaux de Jenner sont restés très empiriques, parce qu'il n'a pas du tout recherché un microbe. Déjà, voir un virus au microscope, avec les microscopes de l'époque, c'était pas possible. Et en fait, il ne savait pas ce contre quoi son procédé était efficace. Et pourquoi son procédé a été efficace? Eh bien tout simplement parce que génétiquement, le virus de la variole et le virus de la vaccine sont très proches. Ils causent les mêmes symptômes, ils ont une forme très proche et donc ils ont des déterminants antigéniques très proches, ce qui fait que lorsqu'on s'immunise contre le virus de la vaccine, eh bien on est par là même immunisé contre le virus de la variole. Le véritable inventeur de la vaccination, c'est Pasteur. Et ces techniques de vaccination, en fait, sont utilisées encore aujourd'hui. Donc ces expérimentations à Pasteur, elles portaient sur l'utilisation non pas d'agents pathogènes proches. À l'époque, on avait découvert l'existence des microbes. En particulier, d'ailleurs, Pasteur avait contribué à ces découvertes. Mais ce que faisait Pasteur, c'est qu'il rendait affaiblis des agents pathogènes, en les cultivant de façon à, par exemple, les priver de nourriture ou ce genre de choses. Et ensuite, il utilisait ces agents pathogènes affaiblis pour essayer d'immuniser des chiens contre la rage. Et en 1885, il a guéri un malade de la rage, un jeune garçon qui s'était fait mordre par un chien enragé, et en lui injectant des doses de virus atténués, eh bien, il a réussi à lui sauver la vie. Et c'est comme ça qu'est née vraiment la vaccination et qu'elle a été popularisée et qu'elle a pu être pratiquée à grande échelle. Et pour la petite histoire dans la grande histoire, donc à la suite de ça, eh bien, Pasteur, il est devenu tellement populaire qu'il a reçu des tonnes et des tonnes de dons. Les gens lui envoyaient de l'argent pour ses recherches du monde entier. Alors il a créé l'Institut Pasteur, qui existe encore aujourd'hui. Et Joseph Mester, donc le premier enfant qu'il a sauvé de la rage, eh bien, il en est devenu le concierge. Et il a travaillé à l'Institut Pasteur jusqu'à sa retraite.
Bon allez, pour en revenir au principe de la vaccination, vacciner, c'est injecter aux patients des produits immunogènes. Donc soit inoffensifs, soit des microbes qu'on dit non virulents, c'est-à-dire qu'ils sont vivants, mais ils sont incapables de causer, de se multiplier à l'intérieur de l'organisme, donc ils ne peuvent pas causer la maladie, ou alors des microbes non pathogènes, c'est-à-dire qu'eux sont réellement incapables de causer la maladie. Donc comment fonctionne la vaccination? Au point d'injection, donc on va injecter l'antigène. On va créer au point d'injection une réaction immunitaire inflammatoire, c'est-à-dire une réaction immunitaire innée, avec phagocytose de l'antigène par un macrophage qui devient une cellule présentatrice de l'antigène. Cette cellule présentatrice de l'antigène, elle va faire son travail. Elle présente l'antigène aux lymphocytes T, dont des lymphocytes T auxiliaires. Ces lymphocytes T auxiliaires vont activer la réaction immunitaire, induire, grâce à l'interleukine 2, la différenciation et la multiplication des lymphocytes en plasmocytes et la différenciation des lymphocytes T en lymphocytes TCD8 activés, c'est-à-dire en lymphocytes T cytotoxiques. Et donc par la même occasion, on sait qu'il se forme des lymphocytes mémoire. Et c'est ça le principe de la vaccination, c'est d'induire la formation de lymphocytes T mémoire, autrement dit de remplacer la première rencontre avec l'antigène. Pour certains vaccins, comme le vaccin contre la rage par exemple, une seule injection suffit. Et puis pour d'autres vaccins, il faudra des fois des rappels. Par exemple, le vaccin pour lutter contre le coronavirus, c'est un vaccin, quelle que soit la forme du vaccin d'ailleurs, puisqu'il existe plusieurs types de vaccins, ce sont des vaccins qui vont nécessiter 2 injections, ce qu'on appelle des rappels. Donc il existe différents types de vaccins. Soit on va utiliser l'agent pathogène en entier, après l'avoir rendu inoffensif. Soit en l'atténuant, mais c'est toujours ce qu'on appelle un vaccin atténué, soit un vaccin avec des germes inactivés, c'est-à-dire qu'on leur a enlevé quelque chose, plus ou moins on pourrait considérer qu'on les a tués, mais ils sont encore intacts. Il existe des vaccins différents qui font appel à des sous-unités de l'agent pathogène. C'est-à-dire qu'au lieu d'injecter l'agent pathogène en entier, on va injecter uniquement des antigènes présents sur l'agent pathogène. Donc ça peut être les PAMP des bactéries, etc. Donc c'est moins dangereux parce qu'on risque pas, il y a très peu d'effets secondaires. Par contre, pour récupérer les antigènes, souvent on va rendre l'antigène moins efficace parce qu'il va être un petit peu altéré et donc ce sont souvent des vaccins qui nécessitent plusieurs rappels pour être sûr d'avoir une bonne réponse immunitaire. Et puis on a vu avec la crise du Covid, qu'on a développé des vaccins dits ARN. Donc ces vaccins ARN, quand on y pense, ils sont hyper malins, hyper subtils, parce qu'on va se contenter d'injecter dans une cellule, c'est dans le muscle, l'ARN du virus, et pas la totalité de l'ARN, mais pour certaines protéines du virus. Et en fait, on laisse l'organisme faire tout le travail. Puisqu'on a injecté de l'ARN, les cellules, elles vont traduire cet ARN, qui est un ARN messager, en protéines, et elles vont exposer dans leur membrane des protéines du virus, et elles vont de la même manière activer de cette façon la réaction immunitaire innée, la formation de cellules présentatrices de l'antigène, etc. Et on obtient une immunisation, c'est-à-dire la formation de lymphocytes mémoire. Alors quel que soit le type de vaccin utilisé, le but c'est d'obtenir une immunisation de la personne vaccinée qui devient alors protégée contre la maladie. Et donc se faire vacciner, c'est un geste que l'on fait pour soi-même afin de se protéger d'une maladie. Mais c'est aussi un geste citoyen que l'on fait pour les autres. Prenons l'exemple d'une maladie quelconque. Dans la population, personne n'est immunisé. Autrement dit, tout le monde peut tomber malade. Si la maladie apparaît chez quelques individus, elle va rapidement se propager à une grande partie de la population et seuls ne tomberont pas malades que les personnes naturellement immunisées ou les personnes très protégées qui se tiennent à l'écart. La plus grande partie de la population deviendra malade, contagieuse et l'épidémie se propage.
Dans un cas comme celui-là, le deuxième stade, eh bien, c'est que toutes ces personnes qui sont tombées malades finissent par être immunisées, si elles ont survécu, bien sûr. Et donc, elles ne tomberont plus malades. Et elles vont être moins contaminantes. Mais comme peu de personnes, en fin de compte, à l'échelle d'une population totale, sont tombées malades, puisque les personnes qui ont guéri ou les personnes malades peuvent se déplacer, eh bien, au bout du compte, on va quand même retrouver la transmission de la maladie dans une large partie de la population. Alors que dans le cas d'une vaccination massive, là, c'est plus quelques personnes qui ont survécu et guéri à la maladie qui sont immunisées, c'est un grand nombre de la population, au moins 70%. Toutes ces personnes qui sont immunisées ne transmettent plus la maladie. Et donc, elles vont faire en fait barrage. Et elles vont empêcher la maladie de se propager d'une personne malade à une autre, puisque la maladie, le virus ou l'agent pathogène, la bactérie, va devoir en fait transiter par des personnes immunisées pour atteindre des personnes non immunisées. Mais comme une personne immunisée détruit le germe dès qu'elle est en contact avec lui, puisque son système immunitaire est très rapide et très efficace, en fait, la maladie s'arrête. Et ce type de vaccination massive, elle a pour but de protéger l'ensemble de la population, parce qu'il faut savoir que, bon, il y a toujours les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner par conviction, parce qu'elles ont peur, etc. Ce n'est pas une raison pour les laisser mourir. Et puis ensuite, il y a aussi, et là pour le coup, c'est vraiment des personnes qui n'ont pas le choix, tout un tas de personnes qui sont contre-indiquées à la vaccination. Par exemple, on ne peut pas vacciner une femme enceinte. À part avec les vaccins ARN, on ne peut pas vacciner une personne qui fait de la chimiothérapie, et donc ça devient un devoir citoyen, ou en tout cas un comportement citoyen, de protéger ces gens-là de la maladie en se faisant vacciner à leur place. Il faut savoir que la vaccination massive, elle a contribué à éradiquer certaines maladies. La variole dont je vous ai parlé précédemment, elle a disparu depuis 1980. Grâce à la vaccination massive. Alors, il existe encore du virus. Il est conservé dans des laboratoires de haut niveau, les laboratoires P4 avec beaucoup de protection. Alors, attention, ce n'est pas de la théorie complotiste, ce n'est pas pour s'en servir pour faire des armes biologiques. Mais imaginons que par hasard et par évolution, la maladie réapparaisse. Si on n'a pas le germe pour fabriquer immédiatement du vaccin, on serait bien embêté. Donc, c'est pour ça qu'on le conserve. Une autre maladie qui existe quasiment plus, c'est la poliomyélite, qui était une maladie très grave qui pouvait causer des paralysies aboutissant à la mort. Eh bien, par exemple, on est passé de 350 000 cas mondiaux en 1988 à 33 cas en 2018. Voilà, donc la vaccination est un procédé, un mécanisme qui est réellement efficace pour protéger les populations de la transmission de maladies.